En ouverture ou en pré-ouverture de ce conseil municipal, je souhaitais rendre un hommage à une personne du conseil municipal qui nous a quittés, Christiane Martin. Donc vous êtes tous informés, bien évidemment, elle nous a quittés dans des conditions difficiles de solitude. Donc je voulais lui rendre un hommage, d'une part parce qu'elle a été élue dans notre commune depuis 2008 jusqu'à maintenant. Donc elle a tenu un mandat et demi. Elle a été élue communautaire de 2008 à 2014, et puis ensuite de fin 2015 jusqu'à maintenant, donc du conseil communautaire. Et hier, un hommage lui a été rendu également par le président Pierre Gonzalez. Alors, c'est difficile je dirais, de dire des choses dans les circonstances où sa mort s'est produite, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille, les gens qui la connaissaient, certainement beaucoup mieux que moi. Donc il faut savoir que le père de Christiane Martin a été exilé en Silésie. Et lorsqu'il est rentré de Silésie, il était complètement changé. C'était plus du tout le même homme. Et il est rentré fermé, replié sur lui-même, sans quasiment aucune communication avec sa famille. Et Christiane a certainement souffert dans sa jeunesse, son adolescence, de l'absence, je dirais, de contact avec son père. Et elle n'a cessé de rechercher son père, c'est ce que m'a dit sa famille, de le rechercher dans les contacts, etc. Et elle n'y est pas arrivée. Et donc il est certain que ça a dû la marquer. Et donc la Christiane Martin que vous avez connue, avec ses engouements, ses qualités, ses défauts, mais aussi sa solitude et quelquefois sa fermeture au contact avec les autres, certainement provenait de cette enfance. Toujours est-il qu'elle s'est investie dans son métier d'enseignante, et on m'a dit d'ailleurs que, notamment à l'Île-sur-la-Sorgue, elle recherchait les classes difficiles et non pas les classes faciles. Donc elle demandait d'avoir des enseignements, y compris avec des enfants qui étaient difficiles. Donc ça prouvait sa volonté de démarche sociale. Bon, elle était très investie sur des démarches de citoyenneté, donc vous le savez. Elle s'était beaucoup investie dans la création du conseil municipal des enfants, par exemple, mais aussi d'autres choses pour la réalisation des cérémonies. Elle était assez à cheval sur le protocole, ce qui est une qualité. Elle était à cheval sur l'orthographe également, et donc elle ne manquait pas de reprendre de ci, de là, les écrits qui pouvaient être non conformes en matière d'orthographe. Donc voilà, donc ce départ, bien évidemment, nous attriste. Les conditions, ça prouve la solitude, je dirais, qu'elle a vécue sur la fin de sa vie. Et donc, on se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu plus lui tendre la main à qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit. Et donc ce soir, je voulais lui rendre un hommage, et si vous le permettez, que nous tenions 1 minute de silence. Merci. Oui, attendez. J'avais juste préparé un texte en son honneur. On peut le faire. On peut le faire maintenant, si vous voulez, je vous en prie. Oui, mais je vous en prie. À l'occasion du présent conseil, nous rendons hommage à notre colistière et amie Christiane Martin et à son engagement auprès de la municipalité depuis 2008. Engagée, elle l'a toujours été, et militante de la première heure pour les causes qu'elle défendait avec la détermination qu'on lui connaît. Nous lui sommes reconnaissants des actions qu'elle a pu réaliser alors qu'elle était adjointe pour la liste Un avenir pour le Thor de 2008 à 2014. Elle s'est notamment occupée de mettre en place le conseil municipal des enfants. Ce soir, nous voterons une délibération pour la création d'un conseil municipal des jeunes, cette fois au collège. Elle aurait sans doute eu à cœur d'agrémenter son vote d'un discours enthousiaste, un discours de ceux dont elle nous régalait. Professeure de français brillante et reconnue par ses pairs, son érudition éclairait l'ensemble des textes lus lors des commémorations. Nous lui savons gré d'avoir partagé son savoir. Ses avis toujours argumentés vont manquer à ce conseil. Soit-on être à la hauteur des ambitions qu'elle poursuivait, et la plus importante d'entre toutes, ici, la défense de la démocratie qui l'aura animée sa vie durant. Si vous permettez, 1 minute de silence.
Alors, je voulais juste rajouter que le décès officiel de Christiane n'étant pas encore déclaré, enfin juridiquement déclaré, nous ne pouvons pas procéder à l'élection de son remplaçant ou de sa remplaçante. Voilà, donc dès que nous aurons l'information officielle de son décès, juridiquement, on ne peut pas le faire avant, donc dès que nous aurons ce document ou cette information, nous procéderons à un appel du suivant de la liste solidaire et dynamique. Voilà, donc c'est le seul point que je voulais rajouter. Merci à tous ceux qui ont pu participer et merci à Véronique pour le mot qu'elle a pu prononcer. Voilà, donc je demande à Laurent Bresson s'il veut bien procéder à l'appel. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bayon de Noyer, Yves. Présent. Marie-Hélène Biel, représentée par Yves Bayon de Noyer. Bresson Laurent, présent. Mérigot Hélène. Présent. Mathieu Stéphane. Présent. Gomez Eliane. Présent. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane, représenté par Hélène Mérigot. Gué Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Présent. Fortuné Françoise. Présent. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry. Présent. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Florence. Présent. Gomez Lionel. Androjeski Renaud Florence. Présent. Pereira Elisabeth. Présent. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Présent. Schneider Estelle. Elle a donné pouvoir à Florence Andrzejewski. Elle m'a envoyé un... Voilà, exactement. Bouillin Marine. Ripoll Bruno. Présent. Agoguet Fernaillon Véronique. Elam Lili Neza. Bon, on attend, d'accord. Merci. Ok, merci. Donc nous ouvrons ce conseil municipal. Donc le premier point, c'est la validation du compte-rendu de la séance du 23 mai dernier. Y a-t-il des commentaires, Bien, est-ce que je soumets à votre vote? Y a-t-il des abstentions? Donc 2 abstentions, des oppositions. Donc merci, adopté à la majorité. Donc le premier point traite des communications de décision du maire, qui sont un peu moins nombreuses. Donc 2 concernent, les dernières concernant les TAP. L'une concerne, qui est plus importante, les travaux du CCAS, pour des montants qui sont importants, puisque c'est l'ensemble des travaux. Et l'autre, ce sont des dossiers concernant la commande publique. Voilà, donc il y en a à peu près une dizaine. Avez-vous des commentaires, des questions? Oui, Madame Agoguet. C'était juste au sujet de la décision 63. Il s'agit de la cuisine centrale des écoles, hein, c'est ça? 63. Attribution du marché relatif aux travaux d'installation du service hygiène et maintenance dans les locaux et réserves de l'ancienne cuisine centrale. Oui. Hein, c'est l'école. Oui. Voilà. Oui. Okay. C'est la cuisine qui est là derrière, là, la passerelle. Enfin, on peut dire c'est l'ancienne, parce qu'elle date de... Elle était déjà très ancienne quand elle a été arrêtée, mais bon, et elle a été arrêtée depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, et donc on est amené à rénover ces locaux qui étaient aujourd'hui désaffectés pour les transformer en locaux administratifs et stockage pour le service hygiène et maintenance qui aujourd'hui même sont situés dans la cuisine centrale actuelle. Et c'est pas très logique de les avoir là, donc on les déménage là derrière. Voilà. D'autres questions? Non? Très bien, merci. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est la demande de subvention du FRAT concernant l'aménagement de la salle multifonction dans les anciens foyers logements qui sont situés ici même. Donc c'est Florence Andrzejewski qui nous la commente. Merci. Bonsoir à tous. Donc, depuis de nombreuses années, l'ensemble des bâtiments constitués de l'ancien foyer logement et de l'ancienne cuisine de l'EHPAD est désaffecté, depuis 2009 exactement. Le bailleur social Mistral Habitat et la commune du Thor possèdent chacun une partie de ce patrimoine immobilier. Les 2 collectivités ont entrepris en coordination, mais chacune en ce qui la concerne, un projet de réaffectation de leurs espaces respectifs. Mistral Habitat réalisera dans les murs actuels 19 logements sociaux,
dont 2 logements 1 pièce, 2 logements 2 pièces, 13 logements 3 pièces et 2 logements 4 pièces. Pour sa part, la commune aménagera un parking à l'emplacement du volume nord de l'ancienne cuisine centrale qui ne présente pas d'intérêt architectural et qui sera démolie. L'autre partie du bâtiment communal, donc à l'est, sera affectée à des salles multifonctions et à l'accueil du futur foyer du 3e âge, donc de plein pied. Pour la partie de la commune, le bâtiment comprendra 2 entrées indépendantes, une à l'est avec une grande salle de multi-activités qui desservira à partir de l'escalier existant de la mezzanine actuelle et 3 salles de réunion dans les volumes des anciens logements. Un escalier de secours rejoindra le parvis sud du bâtiment, pour les raisons de sécurité bien sûr. Une deuxième entrée permettra une entrée autonome du foyer 3e âge, donc au sud du bâtiment. Une liaison permettra l'interconnexion des 2 grandes salles au rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée est bien coupé en 2. Esquisses fonctionnelles, donc elles sont données en croquis, un peu difficile à saisir, mais bon, vous voyez le sud du bâtiment se situe sur la droite. Voilà. Le projet municipal est estimé à 447 950 € hors taxe, soit 537 540 € TTC, dont 416 250 € hors taxe de travaux et équipements divers et 31 700 € hors taxe de maîtrise d'œuvre et de publicité. Afin de financer ce projet, il est proposé de solliciter l'aide du Conseil régional dans le cadre du nouveau dispositif mis en place, le Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAT 2017. La subvention demandée représente 30% du projet, soit 134 385 €. D'autres financements pourront être sollicités par la suite et feront l'objet de prochaines délibérations. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce projet et la demande de financement? Oui, Véronique Agoguet, merci. Alors, on ne peut être qu'être satisfait de l'aboutissement de ce projet qui a occupé une grande part du travail des élus de la précédente mandature. En effet, pour mémoire, les foyers logements ont dû être fermés car ils ne répondaient plus aux critères de sécurité pour accueillir des personnes dépendantes suite à leur reclassement en EHPAD lors du dernier mandat de Germain Giraud. Au lieu de classer seulement la maison de retraite en EHPAD, c'est l'ensemble maison de retraite plus foyer logement qui a été classé. Et ce classement a eu pour conséquence que le foyer logement n'était plus aux normes. C'est la raison pour laquelle ça a été fermé, ce n'était pas arbitraire. L'ancienne municipalité a hérité de ce problème et l'a résolu pour le mieux en faveur de la commune, de l'EHPAD et de Mistral Habitat. N'étant plus aux normes, la fermeture est intervenue suite à une décision donc autoritaire des institutions, et en l'occurrence c'était la commission de sécurité qui a laissé 6 mois aux occupants pour vider les locaux. Aussi, dès la fermeture en 2009, des négociations ont été engagées pour transformer ces foyers logements afin de les transformer en logements sociaux dont la commune a besoin au titre de la loi SRU. Un gros travail de négociation et d'échange de foncier a alors été entamé avec Mistral Habitat et l'EHPAD, compte tenu de la pagaille dans l'assise foncière des constructions. À la faveur de ce travail en amont, le projet du bailleur social va pouvoir être réalisé et une vingtaine de logements sociaux compléteront prochainement notre parc, contribuant ainsi à la réalisation des quotas en la matière. On peut remercier l'équipe précédente d'avoir fait ce travail fastidieux qui vous permet aujourd'hui de poursuivre sereinement. Et en complément de cette remarque, je vois que Madame Zandroujewski applaudit. En complément de cette remarque et toujours au sujet de l'EHPAD, on apprend dans la dernière édition de l'Écho du Beffroi que 10 lits supplémentaires vont être créés pour un coût total de 4 millions d'euros. 4 millions pour au mieux 18 lits supplémentaires si on tient compte du dédoublement des 16 chambres doubles. Je veux rappeler ici que le précédent projet porté par Jacques Olivier et son équipe, que vous avez qualifié de pharaonique, était de 5 millions d'euros, mais pour une trentaine de lits supplémentaires. Madame Agoguet, vous ne m'avez pas habitué à la polémique. Alors, sur le premier dossier, vous savez, les tirages de couverture, par les temps qui courent, c'est dangereux. Vous risquez l'apoplexie. Vous savez, pour les foyers et logements, moi je ne vais pas vous faire de commentaires sur l'état du dossier dont nous avons hérité. Voilà, c'est tout. On n'en a pas parlé. Et ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est de dire qu'est-ce qui peut être fait de façon intelligente. Voilà, donc
si vous permettez, essayons pas de tirer la couverture. Nous, on n'essaie pas de la tirer, ni de vous la retirer, et vous n'essayez pas de la reprendre, parce qu'elle peut vous étouffer. Et si vous voulez aller sur ce terrain, j'irai très volontiers, et ça risque de faire mal. Deuxième dossier, l'EHPAD, qui n'a rien à voir ici, mais rien à voir. Vous l'avez résumé par la création de 10 lits, 4 millions d'euros. Mais alors, c'est d'une nullité absolue, cette remarque. Excusez-moi de vous le dire. Intéressez-vous au dossier. Allez voir ce qui va être fait sur l'EHPAD. Allez voir. Allez voir. Allez voir qu'il va être créé un centre pour les Alzheimer, qu'il va être créé des nouveaux locaux de restauration, que l'accueil va être complètement modifié, que les chambres doubles, effectivement, et c'est pas facile de démolir des chambres doubles pour en faire des simples, etc. Donc, si vous voulez le résumer, 4 millions, 10 chambres, c'est sûr que c'est complètement idiot. Le précédent dossier était pharaonique, puisqu'il n'a été accompagné d'aucun financement, ni de l'ARS, ni du département. Aucun. Et il se montait à 9 millions d'euros. 9 millions d'euros, et non pas 5, comme vous l'avez dit. Et donc, ayant été recalé par les financeurs que sont l'ARS et le département, le dossier a été plié, et on nous a dit, repartez sur quelque chose de plus cohérent. Sachant que, moi je suis prêt à vous en parler pendant 1 heure, puisque j'y ai consacré un temps fou à ce dossier. Car s'occuper des personnes âgées, je pense que c'est très important. Très important. Et donc l'objectif a été de pouvoir réaliser des travaux d'aménagement, de remodernisation, d'accueil des personnes Alzheimer, sans augmenter d'un centime d'euro, le prix de la journée. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes arrivés, grâce à des subventions et grâce à la montée du nombre de résidents qui permettra d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, je vous en prie, si vous souhaitez des informations sur ce dossier, mon bureau est ouvert, je suis prêt à vous les donner. Mais je vous en prie, ne le résumez pas à 10 lits, 4 millions d'euros. C'est de la polémique inutile et puis tellement fausse que ça vous fait boomerang immédiatement. Voilà, donc voilà la remarque que je voulais faire, sachant que l'EHPAD ne fait pas partie du tout du dossier dont on parle. Le dossier dont on parle, c'est les anciens foyers logements et sur lesquels nous voulons réaliser des salles multifonctionnelles. Avez-vous d'autres questions ? Bon, si vous voulez, oui, mais on peut... Je veux juste dire, parce que vous êtes pas très agréable, c'est ce que vous avez marqué dans l'écho du beffroi. Alors, excusez-moi, mais la polémique, elle vient pas de nous, elle vient de vous. Déjà en disant que c'était un projet pharaonique, alors que j'ai participé à toutes les commissions dans le précédent mandat. Le projet, il était tel qu'il était, mais il n'était pas pharaonique. Et il y avait également des aménagements de prévus. Donc, vous ne pouvez pas dire c'était pharaonique avec 5 millions d'euros, et là, 4 millions d'euros, c'est pas pharaonique. Mais d'autre part... Ce n'est pas 5 millions d'euros, c'était 9 millions d'euros, et ni le département, mais alors ça, je vous mets au défi, ni le département, ni l'ARS ne l'ont financé. Oui. Vous le savez, ça ? Oui, parce qu'un projet, ça prend du temps à finaliser, et que c'était pas encore arrivé sur le tapis, c'est tout. Attendez, on a des retours de courrier en disant on ne financera pas ce dossier. Ben, on va vous faire sortir ces dossiers par la direction de l'EHPAD, si vous le voulez. Hein. En tout cas, dans l'écho du beffroi, vous semblez dire que tout le monde était mécontent du fait que les foyers logements étaient fermés en 2009. C'était un fait, peut-être, mais c'est qu'il y avait une raison de sécurité parce que les foyers logements étaient classés en EHPAD, enfin en hébergement pour personnes dépendantes et qui ne répondaient pas aux critères. Donc les gens peuvent être consternés par cette fermeture, mais en aucun cas c'était un choix politique. C'est ce que je voulais dire, mais c'est ce que vous entendez dans l'écho du beffroi, dans l'article que vous avez fait paraître. Donc je trouve que c'est un petit peu indélicat. Non, mais on ne peut pas ignorer que beaucoup de taurois, si vous voulez, ont été très mécontents. Après, que la raison de la fermeture était une vraie raison, moi je ne le conteste pas. En attendant qu'entre 2009 et 2017, puisque nous allons être en 2017, et même la réalisation sera finalisée en 2018, donc pendant ce laps de temps, le fait qu'il ne se soit rien passé, beaucoup de taurois ont questionné. Et ça, on ne peut pas le nier. Il dit, ben alors pourquoi on a un bâtiment, là, il ne se passe rien, on manque de logements sociaux, d'où personnes âgées on aimerait bien.
Voilà, donc c'est la réalité. Hein. Vous auriez pu dire que les négociations ont pris du temps, par exemple, et répondre de cette manière. C'est quand même pas mentir, alors que là, vous laissez suggérer dans l'écho du beffroi que rien n'a été fait et que tout le monde a laissé ses foyers logement à l'abandon. Non, c'est pas le cas. Non, mais j'ai pas dit que les négociations avaient pris du temps et qu'elles avaient été malmenées. J'ai pas dit ça. J'aurais pu le dire. Bon, mais je l'ai pas dit. Bon, donc, en tout cas, je retiens le positif que vous avez donné, à savoir que ce dossier est un bon dossier. Donc, c'est ce que je retiens. Mais je combattrai chaque fois que ça ne sera pas la vérité qui sera exprimée. Voilà. Avez-vous une autre question, Monsieur Ripoll? Oui, concernant la nouvelle destination là, qui va être faite à la partie mairie des foyers logements, des anciens foyers logements. Donc, il va être construit une salle multi-activités, plusieurs salles de réunion. Alors, est-ce qu'on était en déficit de salles de réunion dans la commune? À quoi vont servir ces salles? Est-ce qu'elles sont destinées à terme est-ce que c'est vraiment dans le cadre interne de l'institution ou est-ce que c'est au niveau communal? Est-ce qu'à terme, elles vont remplacer la salle polyvalente? Voilà, c'est ce genre de questions que je souhaitais vous poser. Bien, je pense que vous avez vraiment répondu à la question que vous vous posez. Oui, nous manquons de capacité de salles de réunion et très souvent, nous jonglons de façon importante pour accorder des créneaux aux différentes associations et on est même quelquefois amené à donner cette propre salle du conseil municipal pour des réunions d'associations alors que ce n'est pas du tout sa vocation. Et donc le fait de pouvoir mettre en place une salle multifonction avec plusieurs salles de réunion, je pense que ça va nous donner de la respiration, de la souplesse au bénéfice des associations et pas de la mairie en tant qu'institution, mais au bénéfice de la commune, bien sûr. Très bien, oui. Oui, pardon, une question subsidiaire. Concernant le parking, c'est un parking qui va être, réservé pour justement la tenue de ces réunions, ou c'est un parking qui va être mis à disposition de la partie qui sera construite par Mistral Habitat aux habitants? Ou est-ce qu'il est prévu de leur côté quelque chose? Oui, Florence. Alors, sur le projet de parking, donc la destruction de la cuisine centrale à l'arrière permettra la création de 11 places de parking qui seront à destination de Mistral Habitat ou de leurs locataires. Sur le côté de la résidence, à proximité des remparts, seront construits encore 7 places de parking, pareil, qui auront un usage à la fois qui sont sur la voirie publique, mais qui auront un usage double. En journée, ils peuvent servir les salles d'activité et le soir au logement de Mistral Habitat. Et sur le parking sud, donc qui va être totalement réaménagé, il y a encore une vingtaine de places de créées. Donc vous aurez le principe de la couche chaude des sous-marins. La journée, c'est les activités salle 3e âge et salle polyvalente. Et le soir, les locataires de Mistral Habitat. Voilà. La banette chaude ou la couche chaude. Voilà. Très bien. Donc je soumets à votre approbation le projet d'aménagement des salles multifonctions dans la partie municipale des anciens foyers logements, d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du conseil régional dans le cadre du FRAT et d'adopter le plan de financement tel qu'il vous a été présenté et enfin de m'autoriser à effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes afférents. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Donc le dossier suivant, rapport suivant, traite de la constitution d'un groupement de commandes avec le CCAS pour la passation des marchés d'assurance. C'est toi, Christian, qui le lit? Oui, d'accord, je t'en prie. Bonsoir. Afin de contribuer à la réalisation d'économies sur les achats, en particulier dans le domaine des fournitures courantes et des services, la commune a souhaité, dès 2013, mutualiser avec le CCAS certaines procédures de marché public, en utilisant pour cela la procédure du groupement de commandes. Cette technique juridique permet à une pluralité de personnes publiques relevant des règles de la commande publique et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d'associer leurs maîtrises d'ouvrage respectives
dans le but de réaliser des économies d'échelle. Il est proposé de reconduire cette procédure en 2017 pour la passation des marchés d'assurance conformément à l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les groupements de commandes font l'objet d'une convention constitutive entre les parties intéressées. Celle-ci définit les modalités de fonctionnement du groupement ainsi que les conditions de passation et d'exécution des marchés et désigne un coordinateur parmi les membres du groupement. Ce dernier est chargé de procéder dans le respect des règles prévues par la même ordonnance et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs co-contractants. La ville du Thor est désigné coordinateur du groupement et à qualité de pouvoir adjudicateur. La commission d'appel d'offres chargée de l'attribution de ces marchés sera exclusivement celle du coordonnateur. Les procédures seront, selon les montants et le type des prestations, celles prévues par l'ordonnance, donc toujours la même et le décret identique, relatif aux marchés publics. La présente délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes pour la passation de contrats d'assurance dont le projet joint en annexe à la délibération a été élaboré en concertation avec le service du CCAS. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, Monsieur Ripoll. Oui, bon, sur le principe, réaliser un marché groupé, mairie, CCAS, bon, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui a été fait et qu'il faut continuer, mais c'est presque naturel. Est-ce que vous n'avez pas envisagé de passer à l'étape suivante, qui serait de constituer un groupement de commandes avec d'autres communes, et en particulier les communes de l'intercommunalité, et en particulier sur ce type de dossier, ce qui ferait véritablement faire des économies beaucoup plus importantes aux communes. Alors je sais qu'il y a des difficultés, parce qu'il n'y a pas les mêmes rythmes dans les contrats d'assurance, etc., mais les problèmes sont les mêmes. C'est dommage que sur ce type de sujet, on n'arrive pas à avancer et à réduire effectivement les dépenses quasiment obligatoires, puisqu'on est sur le risque statutaire, le risque concernant le matériel, les véhicules, etc., quoi. Et les mêmes problématiques, encore une fois. Ce dossier, pas particulièrement celui des assurances, mais ces dossiers de mutualisation sont abordés au sein de l'intercommunalité. Il n'est pas évident, a priori, qu'en matière d'assurance, on obtiendrait des conditions très nettement supérieures. Vous savez que les assurances font leur cotation en fonction des risques. Et donc, d'avoir une seule compagnie d'assurance qui assurerait la commune du Thor, celle de Lille, celle de... etc., c'est pas évident qu'on obtiendrait des taux significativement plus bas. Mais je dirais pourquoi pas, mais ça mérite un accompagnement et certainement un conseil extérieur pour définir un cahier des charges qui réponde à tous les besoins de toutes les communes. D'autres questions? Donc je vous propose de m'autoriser à signer la convention de groupement de commandes avec le CCAS, tel que ceci vous a été présenté en annexe, et donc de procéder à la passation des contrats d'assurance. Il y a des oppositions, des abstentions, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante traite de la restauration des remparts médiévaux et de l'adoption d'un nouveau plan de financement ainsi que de la convention d'accueil. Florence, je te donne la parole, merci. Comme cela a été présenté lors du conseil municipal du 21 février dernier, la municipalité, soucieuse de préserver son patrimoine architectural, a fait appel à l'Union APAR CME en 2017 pour la réhabilitation d'une partie de ces remparts médiévaux dans la rue des Baraudes. Ce chantier de jeunes bénévoles consistera à combler les brèches présentes en partie basse du rempart et à modifier aussi, à arranger la rase du mur, pas que le bas du rempart. Un soin tout particulier sera porté à respecter l'appareillage des pierres existantes, notamment l'opus picatum, donc l'arête de boisson. Suite à différents échanges avec l'Union APAR CME et la présentation du projet aux partenaires financiers, il est nécessaire aujourd'hui de statuer sur le nouveau plan de financement et d'adapter la convention d'accueil du chantier.
Cette convention précise les modalités pratiques de déroulement de ce chantier. Celui-ci aura lieu du 5 au 25 août 2017. Les bénévoles seront hébergés à la charge de l'Union APAR CME au camping du Gentou situé sur la commune. Le budget prévisionnel du chantier reste inchangé, soit 24 059 et 21 centimes. La participation de l'État et du département de la région ont été sollicitées. Suite aux réponses de ces différents financeurs, la commune contribuera à hauteur de 14 086,21 € et percevra directement l'aide du conseil départemental qui s'élève à 6 000 €. L'Union APAR CME prendra exceptionnellement à sa charge une partie du financement à hauteur de 3 273 €, comprenant la participation financière des jeunes, dont les inscriptions. Monsieur le maire propose au conseil municipal de statuer sur un nouveau plan de financement et de l'autoriser à signer la convention d'accueil de ce chantier, jointe en annexe à la délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'adopter le plan de financement qui est annexé ci-dessous, où la participation de la commune ressort à 8 086,21 € et de m'autoriser à signer la convention d'accueil de chantier de bénévoles dans le cadre de la politique régionale de la jeunesse pour la restauration du rempart médiéval, jointe en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. Le rapport suivant traite de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur le terrain communal attenant au boulodrome, donc avec l'entreprise SFR. Christian Royer, merci. La Société française de radiotéléphone, dont le siège social se situe 1 square Béla Bartok à Paris, exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire national. Pour les besoins de l'exploitation de ces réseaux actuels et futurs, cette entreprise souhaite installer un relais supplémentaire sur la commune. SFR a déjà 2 antennes relais sur la commune. La première est installée sur un terrain privé en limite nord du territoire communal, à proximité de la minoterie. La seconde est installée sur le terrain communal en bordure de la route de Caumont. Cette dernière supporte également les équipements téléphoniques de la société Bouygues Télécom. SFR souhaite installer son nouveau relais à proximité du centre-ville, plus particulièrement dans la partie est de l'agglomération. Il a été proposé de positionner cette nouvelle antenne sur la parcelle cadastrée section AE numéro 139, qui se situe entre la voie ferrée et le boulodrome. Le terrain nécessaire à cette entreprise représente une superficie d'environ 25 mètres carrés. Le relais consiste à l'installation d'un pylône d'un diamètre de 1,016 m et d'une hauteur de 15,40 m. Les antennes seront intégrées à l'intérieur du pylône. À cet effet, une convention de location de l'espace précité officialisera les relations entre la commune et la société SFR. Sa durée est fixée à 12 ans, renouvelable par période successive de 5 ans, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, avec accusé de réception, respectant un préavis de 18 mois. Le loyer annuel de départ est fixé à 7 000 € net. Celui-ci évoluera dans les mêmes proportions que l'indice INSEE du coût de la construction. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette location et d'autoriser Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Alors, en raison de la sensibilité de ce dossier, pourquoi ne pas avoir réuni une commission à ce sujet? J'ai plusieurs questions, je les fais à la suite. Alors, les habitants alentours sont-ils au courant? Et avez-vous une étude d'impact à leur proposer au préalable de l'installation de cette antenne? Qu'est-ce qui justifie une nouvelle antenne? Est-ce que les 2 autres ne suffisent pas? Sinon, y aurait-il un autre site moins exposant, moins impactant pour l'installation de ce nouvel équipement? Et un commentaire. Pour mémoire, durant la précédente mandature, encore et toujours, une antenne Bouygues existait sur le boulodrome. Oui, ah d'accord. Elle a dû être démontée suite à une décision de justice qui était la conséquence d'un cas avéré de troubles pour la santé. Alors aujourd'hui, a-t-on plus de recul sur les effets des ondes? Et peut-on en toute simplicité, aussi facilement qu'un vote en conseil, exposer des concitoyens sans leur apporter des garanties?
Vous touchez là, je pense, l'extrême difficulté de faire fonctionner les téléphones mobiles qui deviennent l'outil de communication plus que quotidien. Et aujourd'hui, dans la commune du Thor, nous connaissons des difficultés. Un certain nombre de coins du Thor connaissent des difficultés importantes en fonctionnement de téléphonie mobile. Donc il y a cette première contrainte et nous sommes très souvent sollicités. Pourquoi vous n'intervenez pas auprès des sociétés? Comment se fait-il que récemment avec Bouygues, il y a eu des énormes difficultés. Bon, ça c'est une première contrainte. Et la deuxième, c'est l'interrogation qui est portée sur ce que vous avez baptisé de façon juste, la sensibilité de certaines populations à la réalisation d'antennes. Donc on est écartelé entre ces deux contraintes. Il est sûr que si les antennes, on pouvait les mettre à Velleron et qu'elles nous desservent, ou les mettre éloignées au milieu de la campagne, encore que la campagne est aussi des habitations, ou si on pouvait les mettre enterrées, etc., et qu'elles rendent le même service, eh bien ça serait bien évidemment appliqué. Et malheureusement, aujourd'hui, la technologie ne permet pas, elle s'est améliorée. On a des antennes qui sont, je dirais, moins fortes. On a un design qui est bien mieux puisqu'on évite ces grandes antennes qui sont en l'air. Les antennes elles-mêmes sont incluses à l'intérieur du poteau. Bon, mais c'est pas parfait. Donc ça, voilà. Donc nous avons fait le choix de pouvoir rendre un service d'amélioration auprès des Thorois sur leur connexion mobile. Je t'en prie, Christian. Les antennes ne sont pas installées n'importe où. Elles sont installées où le besoin se fait sentir par l'opérateur. D'autres antennes sont nécessaires, sauf qu'aujourd'hui, on est en 4G, en 3G, la 4G qui se développe. Il y aura d'autres besoins également. Donc, il faut trouver des endroits qui ne pénalisent pas trop, donc aussi bien donc, le paysage, qui est au niveau de risques de santé, dont sont protégés également. Et les endroits sont relativement, disons que les besoins sont près du centre-ville, parce que c'est là où il y a aujourd'hui où il y a les défaillances, quoi. Donc là, c'est en proximité de la montagne quand même. Donc il y a un lieu un peu moins fréquenté par les habitations. Oui. En tour. Oui, je vous en prie. Merci. Bon, c'est vrai que concernant les risques de santé, il est difficile de les évaluer aujourd'hui, mais on connaît l'attitude des scientifiques qui met toujours un peu de temps, un petit peu comme la police avec un crime, elle attend qu'on passe à l'acte, quoi. Les risques de santé sous l'antenne, effectivement, des mesures de radiofréquence ont pu être effectuées par différentes études. Paradoxalement, elles sont assez peu importantes. Par contre, à 250 mètres, à 1 km, le ressenti de ces radiofréquences est beaucoup plus important. Donc, en fait, et c'est très variable aussi selon le relief, selon plein de choses, quoi. Mais moi, concernant cette construction, j'avais une question, parce que j'ai regardé un petit peu le plan technique du pylône. Donc le pylône est important, c'est pas un petit pylône, parce qu'on dit que c'est quand même mieux de mettre des petites implantations plutôt qu'une construction importante. J'ai entendu ça aussi, c'est meilleur pour les risques liés à la santé publique. Là, c'est un pylône qui va faire 15 mètres 40. Par contre, j'ai eu beau regarder les documents, j'ai bien vu qu'il y avait une dalle de béton, une dalle de béton qui fait emprise de cette construction, mais à aucun moment je n'ai vu la dimension de l'emprise. Donc est-ce que c'est normal? Si oui, j'ai vu qu'il y avait 0, 0, 0. Donc tout ça est bien détaillé pour toute la construction, et là, de façon curieuse, il n'y a pas d'éléments. Donc est-ce que vous avez une information? Niveau emprise, vous avez donc un massif de béton qui est l'ancrage du pylône, mais l'antenne, elle n'est pas plus grande qu'elle soit sur un toit ou ailleurs. Le pylône lui-même, qui au lieu que ce soit un pylône type Tour Eiffel, ou que ce soit des antennes qui sont sur un toit d'un bâtiment, c'est à l'intérieur du pylône, en partie haute, où il y a les antennes. Et c'est dans ce fameux diamètre de 1 mètre que les antennes seront.
c'est l'esthétique que vous voyez par rapport aux antennes que l'on voit traditionnelles, qui étaient genre Tour Eiffel, qui prenaient beaucoup plus de place, quoi. Oui, bon, en tout cas, faites attention à tous les détails, parce que, bon... Et vous voyez l'emplacement en bas, les modules SFR, vous les voyez en bas derrière les grillages, sur le plan qu'il y a en dessous. Ok, merci. Donc effectivement, l'antenne qui avait été démantelée, c'était pour la société Bouygues, c'était sur le stade, mais c'était sous Monsieur Giraud, c'était pas sous la municipalité précédente. Par contre, la municipalité précédente, et Monsieur Jacques Olivier en tête, a effectivement veillé à ce qu'aucune antenne ne soit, et de façon, c'était aussi son choix, comme vous faites ce choix aujourd'hui, mais être maire, c'est faire des choix. Avait refusé tout projet d'implantation en centre-ville et à proximité de zones urbaines, enfin d'habitation, quoi. Donc un choix différent est fait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes certain, monsieur le maire, bon, c'est sûr que vous faites avec les éléments que vous avez, que c'est un bon choix. Moi, personnellement, j'aurais opté pour le principe de précaution. Répondre, oui. Il y a deux types d'ondes. Il y a les ondes longues, où justement on a donc l'antenne peut être assez loin, mais ça ne passe pas à travers les murs. Donc dans un village ou dans une commune, ça passe mal. Et il y a les antennes qui sont plus urbaines, avec d'autres types d'ondes, qui portent beaucoup moins loin, mais donc il faut qu'elles soient plus proches, et qui, elles, les ondes passent à travers les murs. On a une meilleure... Bon. Oui, Madame Agoguet. Et pour les gens, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont avertis. Je sais pas, moi. Est-ce que vous allez leur donner un rapport avec pas des garanties, au moins au moins qu'ils sachent à quoi s'attendre, quoi? Parce qu'il y a quand même tout ce quartier Cambado qui est pas loin. Il y a des lotissements. Enfin, je sais pas. Ça me paraît surprenant que... Mais le quartier Cambado, il n'est pas plus proche, si vous voulez, que le Thor, hein, que le cœur du Thor. Si vous voulez, une antenne, c'est un rayon qu'il faut prendre, hein. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, mais on craint plus à 250 mètres qu'à 30 mètres. Bon. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est on peut décider, je ne sais pas si ça a été la décision de la précédente municipalité, comme vous l'avez dit, de dire, tant pis pour les taurois, ils iront sur Atoujon pour téléphoner. Voilà. Donc on va créer, moi je pense... un certain nombre de crispations qui commencent un peu. Combien de fois les gens nous abordent pour nous dire « Attendez, il y en a marre au Thor, pourquoi on n'a pas le téléphone? Pourquoi ça coupe? Pourquoi ?» Bon, et il est vrai que le téléphone est devenu aujourd'hui un outil de communication permanent pour les familles, pour les enfants, voilà. Et donc aujourd'hui, notre commune ne répond pas à ce besoin. C'est regrettable, hein. Pardon. Oui, Stéphane, je t'en prie. Si vous permettez, depuis tout à l'heure, j'entends parler de longueur d'onde, de certaines choses. Il ne faut pas oublier, c'est la force du signal. Donc le fait qu'on rajoute une antenne, ça va permettre je suppose, de limiter la force du signal sur les deux antennes qui sont déjà en place. Donc Christian en parlait très bien, il parlait justement de la longueur d'onde, justement de la différence qu'il y a entre les fréquences. Donc ils vont jouer là-dessus. Donc moi j'ai fait mes études là-dedans, je sais pertinemment que ce qu'ils vont faire, ils vont baisser le signal. Normalement, de manière à ce que, au lieu de pousser un signal très fort à 2 km, ils vont le mettre beaucoup moins fort là, ils vont le limiter là-bas. Donc à l'arrivée, je pense que les effets ne seront pas plus néfastes que ce qu'on a en ce moment, parce qu'en ce moment, on est obligé de forcer pour avoir du signal, pour recevoir quelque chose. Alors que là, il forcera certainement plus, et la bande passante sera certainement meilleure. Donc moi j'en reviens là-dessus, c'est simplement la question sur la force du signal. On ne parle pas d'amplitude depuis tout à l'heure, on parle que de longueur d'onde. Voilà. Merci de ce complément. Oui, je vous en prie. Au moins qu'on leur dise, quoi. Enfin, qu'on dise aux gens, aux taurois, ces effets, et qu'il y aura des choses pour garantir un minimum de sécurité. Enfin, qui demande que le téléphone passe au détriment de la santé de certains? Enfin, je sais pas, ça me paraît tiré par les cheveux. Mais on n'a pas dit ça, hein. Attendez, on n'a pas dit au détriment de la santé, non, attendez. Il passe le téléphone, hein, mais... Le signal, il passe déjà. Le signal, il passe déjà. Au contraire, il est forcé peut-être même. En rajoutant un pylône, il sera certainement moins fort. Du coup, les gens seront moins, entre guillemets, irradiés, quoi. Voilà. Mais expliquons-le à tout le monde. Leur expliquer quoi? Il est déjà là, le signal.
On va rajouter une antenne simplement pour affaiblir cet élément de signal pour qu'il soit plus et qu'il soit meilleur en réception. Mais on n'est pas en dessous, alors que là, tout le monde sera en dessous. Alors Mais à on est en l'heure dessous. actuelle, il est sur de l'autre côté, Il là-bas. est sur la route de Comont, il est à la minoterie. Voilà. Il nous passe dessus, le signal. Il passe pas à côté. Ah ben, expliquons-le. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais pas qu'à moi, mettez un article dans le Beffroi pour l'expliquer, je pense. Il y a des articles qui sont critiqués, vous le savez. Oui, je vous en prie, monsieur Ripoll. Non, mais je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels on n'arrivera pas à se comprendre, parce que vous regardez effectivement le côté pratique et la course en avant actuelle sur la diffusion, effectivement, donc à radio, Internet et compagnie. Et nous regardons, effectivement, il y a des études, il y a des contre-études, il y a des enquêtes, des contre-enquêtes. On vous demande pas d'être plus expert que les experts, de nous expliquer des choses. On vous demande juste de nous dire, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a aucun danger pour la population qui est alentour de cette antenne. Vous n'en êtes pas certain, puisque même les experts n'en sont pas certains. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, pour le bien de la population, opter pour un principe de précaution? Ce n'est pas ne rien faire, c'est faire un choix qui est, étant donné que aujourd'hui, les études qui ont été prises en compte au niveau officiel, elles sont, par exemple sur la fréquence qui a été choisie, en France est beaucoup plus importante que dans beaucoup de pays tout autour en Europe et on peut discuter longtemps là-dessus, on n'est pas des experts, donc on va se lancer tout ça dans la figure. Le seul problème, c'est, est-ce que vous pensez, votre âme et conscience, qu'il n'y a vraiment aucun danger pour la population? Si vous pensez ça, on y va, comme on l'a déjà fait dans le passé. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, monsieur Ripoll, puisque vous avez été aux affaires dans la précédente, est-ce que vous pouvez me certifier que les 2 antennes qui ont alimenté le tort et qui continuent à l'alimenter ne créent aucune nuisance pour la population? Ah ouais, alors si, ben oui, mais c'est la même question, monsieur Ripoll. Alors, on peut se poser, non mais en quoi ça fait avancer les choses? On vous dit simplement que le fait d'installer cette antenne devrait diminuer la puissance d'émission des 2 autres, ou de l'autre, puisque et qu'a priori, ça devrait être plus protecteur que le système qu'on a aujourd'hui. Moi, je ne vous accuse pas d'avoir laissé pendant des années un système trop puissant, parce que vous n'étiez pas compétent. Et vous l'avez dit vous-même, on n'est pas expert de ça. Donc aujourd'hui, si la technologie permet effectivement de diminuer la puissance d'un signal et donc les risques, c'est plutôt favorable. Alors, voilà. Comme vous n'en saviez rien lorsque vous avez validé le fait d'émettre. Eh oui, non mais il faut faire attention quand on annonce quelque chose que ça vous fasse pas boomerang, quoi. Voilà. Non mais vous avez le droit de voter contre. Hein. Attendez, ça. On a le droit de débattre aussi. Vous avez le droit de voter contre. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais attention de ne pas lancer des choses qui vous font boomerang immédiatement, parce que ni vous ni moi ne sommes des experts de la téléphonie. On est là pour faire boomerang, vous n'allez pas nous sortir cet argument à chaque fois. Autrement, il n'y a pas d'intérêt que vous ayez une opposition dans ce conseil municipal. Intérêt majeur. Bon, alors je vous propose, après en avoir délibéré, de donner un avis favorable à l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle communale cadastrée AE39, jouxtant le Boulodrome, d'autoriser la location d'une surface d'environ 25 mètres carrés à la société SFR pour un loyer annuel initial de 7 000 € net, actualisable, de fixer la durée de location de l'espace précité à 12 ans, reconductible tacitement par période successive de 5 années, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Et enfin d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la convention jointe en annexe à la délibération. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc 2 oppositions, des abstentions. Donc merci, adopté à la majorité. Le rapport suivant traite du service périscolaire avec une modification du règlement. Sylvie Bourdelin, si vous voulez bien le commenter. Merci.
La commune propose aux enfants des écoles du Thor les services de restauration, garderie et études dans les établissements scolaires. Pour le bon fonctionnement de ces services, un règlement intérieur a été adopté en 2011. Ce règlement comprend notamment toutes les modalités d'inscription aux différents services et notamment la faculté pour les familles d'utiliser le portail famille, permettant aux parents de réserver ou de modifier eux-mêmes les réservations via le site de la commune. Actuellement, toute annulation effectuée moins de 7 jours avant le jour concerné entraîne automatiquement une facturation du service, sauf pour des raisons médicales. Ce système manque un peu de souplesse, notamment pour les parents qui auraient des plannings variables. Après analyse, il apparaît qu'un délai de 3 jours pour annuler une inscription est sans incidence sur le bon fonctionnement des services municipaux. Le règlement sera donc modifié en ce sens au paragraphe 2, alinéa 5, signalement des absences. En deçà de ce délai de 3 jours, les services réservés par les parents pourront être modifiés mais entraîneront une facturation, sauf pour raison médicale. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Très bien. Donc, je vous propose de modifier le paragraphe 2 sur les modalités d'inscription, restauration, garderie, études surveillées, signalement des absences de la manière suivante, telle que ça vous a été expliqué par Sylvie, et dire que cette modification du règlement sera effective à compter du 1er septembre, c'est-à-dire de la rentrée scolaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à la majorité. Si vous n'y voyez pas assez, on peut éclairer éventuellement. Donc le rapport suivant traite de l'attribution de subventions de fonctionnement à des associations thoroises. Donc 2 sont concernées. La première qui était arrivée en retard pour présenter son dossier sur une subvention de fonctionnement, c'est Salamou Aleikum Provence, donc qui sollicite sa subvention de fonctionnement à hauteur de 250 €. Et la seconde, c'est Citoyenneté et Vie locale. Donc c'est en réalité l'amicale du personnel de la commune pour un montant de 11 610 €, c'est-à-dire un maintien par rapport à ce qu'ils avaient perçu l'année précédente. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'attribuer ces subventions à Salamou Aleikum pour 250 € et à l'amicale du personnel Cap 3 pour 11 610 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc la délibération suivante traite de l'attribution de subventions dans le domaine de la culture. Et là, c'est Eliane Gomez qui la présente. Merci. La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leur activité. Ces subventions viennent parfois compléter d'autres aides en nature, fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel, etc. Le projet des associations de la culture concerne l'association Postonard. Réunissant de nombreuses activités, Postonard est une association culturelle d'éducation populaire. Au service du plus grand nombre, l'association propose des activités artistiques à ses adhérents dans un local privé, le Mas de la Cigalière, dans la zone artisanale de la Cigalière. Pour 2017, l'association sollicite une aide pour renouveler le mobilier des bureaux et salles de cours, bureaux, chaises, tableaux. Le budget prévisionnel retenu est de 3 677 €. Le montant de la subvention proposée est de 1 103 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Alors, comme l'année dernière, moi je veux dire que je suis pas toujours très à l'aise avec cette subvention accordée à l'association Postonard. Alors là, il n'y a pas le sonographe, mais en général, ça va de pair, qui sont toutes les deux gérées par Monsieur Chic, le directeur du service jeunesse, sport et enfance. Alors, je sais à quel point ces deux associations participent de la dynamique et du rayonnement culturel de notre ville, mais le mélange des genres, c'est-à-dire la gérance d'associations locales et avoir une fonction territoriale ici,
Je trouve que c'est un peu gênant, à plus d'un titre d'ailleurs, et je voulais le relever. Alors, parce que je rappelle aussi que nous participons au paiement du loyer par Postonnard à hauteur de 9 870 €. C'était une délib du mois de mai, puisque l'association n'est pas hébergée dans un local de la mairie, comme le sont d'autres associations. Alors, eu égard à cette ambiguïté, je ne souhaite pas me prononcer sur l'attribution ou non de la subvention, quand bien même le travail effectué par ces responsables au sein de ces deux associations est louable et courageux, vu la somme de travail que cela doit requérir. Alors aussi, cette année encore, je m'abstiendrai. C'était juste pour expliquer. Très bien. Mais écoutez, on ne fait que continuer ce qui a été pratiqué. Voilà. Bon. J'étais pas aux affaires, moi. Non, mais voilà. Bon. Non, ça permet de repositionner les choses. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 1 103 € à l'association Postonnard pour l'achat de mobilier de bureau et de salle de cours. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc, adopté à la majorité. La délibération suivante est une convention de partenariat entre le Club des jeunes de Violès, celui de Monteux et la commune du Thor dans le cadre des rencontres interclubs. Donc Stéphane, qu'est-ce que j'ai sauté? Bon, bah écoutez, je sais pas, je l'ai pas eu dans mon dossier. Bon, d'accord. C'est toi aussi qui parle. Profites-en. Merci Stéphane. Merci de vous donner la parole. Merci. Alors, cette délibération concerne une demande d'agrément pour un recrutement dans le cadre du service civique. Donc voilà. Alors, dans le cadre du développement des actions en faveur de la jeunesse tauroise, l'espace jeunesse envisage de créer un conseil municipal des jeunes, CMJ, à la rentrée prochaine. Ce conseil sera composé de collégiens du Thor âgés de 11 à 15 ans, membres de ce conseil sur la base du volontariat. L'objectif de ce conseil est d'offrir à ces jeunes collégiens la possibilité de proposer des actions en faveur de leur commune. La gestion et l'animation de ce CMJ seront assurées par le service jeunesse municipal. L'animation sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre d'un service civique pour une durée de 10 mois maximum. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, association ou une personne morale de droit public, collectivité locale, établissement public ou service d'État, pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Il s'inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées, de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, entre parenthèses, accès subventionné à un établissement de restauration collective, soit par le versement d'une indemnité complémentaire de 107,58 € par mois au 1er février 2017. Une fois agréée, la structure d'accueil peut bénéficier d'une subvention mensuelle de 100 €. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Afin de pouvoir recruter une personne éligible au service civique, la commune doit obtenir un agrément délivré par la direction départementale de la cohésion sociale. Aussi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la mise en place du dispositif de service civique au sein de la commune. D'autoriser monsieur le maire à faire une demande d'agrément auprès de la DDCS et à signer tout document nécessaire au recrutement d'une personne chargée de l'animation du CMJ. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Non. Donc, je vous propose de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er septembre prochain, de m'autoriser à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale et de m'autoriser à signer le contrat d'engagement de service civique avec le volontaire recruté dans le cadre de la mise en place et l'animation du conseil municipal des jeunes. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, la délibération suivante, c'est toujours Stéphane qui nous la commente, qui est le partenariat entre Violès, Monteux et le Thor. Non, je crois que tu en as encore sauté une. Là. On est à la 73, donc c'est l'espace jeunesse à structure ici. C'est la convention, là. C'est la convention de partenariat entre la commune du Thor et le collège du Pays des Sorgues.
qui est la numéro 73 en termes de libération. C'est toujours pareil, c'est toujours moi. Merci de me donner la parole. Parle. L'espace jeunesse est une structure municipale qui gère à travers des activités socio-éducatives un public jeune au Thorois, 11-18 ans. Afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure, l'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités périéducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi à travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation de projets à thème. Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d'une convention annuelle entre la commune et le collège du Pays des Sorgues. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour l'année scolaire 2017-2018. Rien de nouveau, c'est toujours la même chose depuis plusieurs années. Voilà. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Des questions? Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention de partenariat. Opposition, abstention, adopté. Et enfin, celle que tu refusais depuis tout à l'heure de lire. Merci Stéphane. Je te laisse la parole. Encore merci de me donner la parole. Alors, dans le cadre d'une rencontre interclub jeunes, les structures jeunes de Violès, Monteux et de la commune du Thor ont souhaité organiser un mini-camp du 7 au 9 août 2007 sur la commune. L'objectif de ces rencontres est de permettre des échanges entre les adolescents, 11-17 ans, et l'animateur, afin d'offrir des moments de partage et de convivialité, mais également de permettre aux jeunes à la découverte d'un milieu et d'une activité spécifique, ainsi que l'apprentissage de la vie en collectivité. Ce mini-camp sera organisé au Thor, au centre de loisirs Le Bourdis, avec mise à disposition durant cette période de l'espace extérieur, des sanitaires, douches, tentes et marabouts. Afin de formaliser cette rencontre, les maires des communes concernées et la présidente de l'association gestionnaire de la structure jeune de Violès sont chargés d'établir et de signer une convention. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, M. Ripoll. Juste une question, le mini-camp est pratiqué au Thor. Est-ce que, à l'occasion de l'organisation de ce type de manifestation, ça sera possible de le faire dans les deux autres communes partenaires à Violès, où ça concerne que le Thor en fait? Sur cette année, ça sera le Thor, mais chaque année, il y a des rotations qui se font, c'est pas toujours sur le Thor. L'année dernière, il me semble que c'est pas Violès, c'était une autre commune. Donc il y a des rotations qui se font d'année en année. Donc le Thor accueille peut-être une fois sur 3, quoi. Voilà, tout simplement. Mais il y a une équité, on va dire, en termes d'échange entre les espaces jeunesse, bien évidemment. Même si le Thor en est bien pourvu. Merci. Donc, je vous propose de m'autoriser à signer la convention relative aux rencontres interclubs des communes de Violès, de Monteux et du Thor. Et deuxièmement, de mettre à disposition gracieusement l'espace extérieur du centre de loisirs Le Bourdis, ainsi que douches, sanitaires, tentes et marabouts, pour accueillir les 3 structures du 7 au 9 août prochain. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien. On est à l'issue de ce conseil. Je vous dois peut-être une petite information sur les événements d'incendie de véhicules qui ont couru cette nuit. Bien évidemment, l'enquête est en cours, donc je ne peux peut-être pas vous révéler trop de choses, mais néanmoins, c'est vous dire que c'est un véhicule qui a été volé, qui a servi visiblement à un certain nombre de trafics, qui a tourné sur la commune et qui, de façon à pouvoir effacer les traces de ce trafic, a été incendié, ayant été mis en travers de la place. Ayant été incendié, l'essence du réservoir a coulé et a fait brûler juste à côté le véhicule de quelqu'un qui démarrait ses activités professionnelles, donc un paysagiste, un jeune, donc qui a été carbonisé complètement. Un deuxième véhicule qui était à côté également a brûlé. Et puis un troisième, là, beaucoup moins, mais l'arrière de ce véhicule a légèrement été brûlé. Donc voilà. Donc sachez que l'installation des caméras de vidéoprotection, dont nous avons pris la décision, que nous assumons, va permettre d'identifier, je le pense, rapidement les auteurs de ce désastre. Voilà. Et j'espère qu'ils seront accompagnés par la justice là où ils devraient aller. Voilà, c'est en tout cas mon souhait, parce que globalement, les flammes étaient extrêmement importantes et les pompiers sont intervenus rapidement, mais ça aurait pu être dangereux pour le reste de la place. Voilà, donc je me devais de vous donner cette communication
mais je pense qu'on aura des nouvelles très, très prochainement. Voilà, notre prochain conseil municipal a lieu le 18 juillet. Nous avons déjà un certain nombre de rapports. C'est un peu tardif dans la saison, je m'en excuse, mais néanmoins, comme nous avons un certain nombre de rapports qui doivent être examinés, et il n'y aura pas de conseil municipal sur le mois d'août. Merci à chacun et très bonne soirée. Oui, n'oubliez pas de venir signer les registres.